un engagement de son dirigeant. Par exemple, je prends un autre exemple, en 2005, eh bien, avait été écrit un projet de constitution européenne, qui avait d'ailleurs été écrit par une commission d'experts présidée par Valéry Giscard d'Estaing. Donc, ce projet avait été validé par le gouvernement français, mais le gouvernement français a décidé de le soumettre par référendum au vote donc des Français. Les Français ont dit non, ont répondu non, donc le projet de constitution européenne a été abandonné. Voilà. Donc ça, c'est la règle normale de la démocratie. Il est clair que quand Xi Jinping ou quand Vladimir Poutine donne sa parole dans un cercle international, il est certain que lui n'a pas n'ont pas le problème de leur opinion publique, de leur parlement, qui va de toute façon ratifier ce que le chef a dit. En démocratie, ce n'est pas exactement de cette manière que cela se produit. Voilà. Est-ce que c'est clair pour oui? Ce que je voulais dire, c'est que même si la France avait accepté, c'est pas pour autant, enfin, il fallait que les autres pays l'acceptent aussi. Alors, en matière européenne, en matière de traité européen, il faut l'unanimité des pays. Il suffit qu'un seul dise non et le traité n'est pas validé. Voilà. Et ça aussi, c'est une règle de fonctionnement de l'Union européenne. Je ne sais pas si... rappelle-toi l'actualité d'avant les vacances, qui s'est d'ailleurs débloquée in extremis pendant les vacances. Je vous rappelle qu'à la suite de la pandémie, de la Covid, l'Union européenne a décidé d'un grand plan de relance. Et ce plan de relance prévoyait une mutualisation d'une partie des fonds de ce plan. C'est-à-dire qu'en clair, ça n'est pas la France ou l'Allemagne ou l'Italie ou la Belgique qui s'endettent. Une partie de ce plan va être financée par un endettement européen. C'est la première fois dans l'histoire que ça se produit. C'est historique. Bon. Sauf que pour que ce plan soit validé, il fallait l'unanimité des 27. Or, pendant des mois, il y a deux pays qui ont bloqué. Deux pays qui ont bloqué. Il y a eu la Hongrie et il y a eu la Pologne. Voilà. Et qui ont fait traîner les négociations pendant des mois. Alors, pourquoi? Parce que dans ce plan de relance, les dirigeants européens avaient introduit un petit article qui disait « Seuls ne peuvent bénéficier de ce plan de relance que les pays qui respectent l'état de droit et la séparation des pouvoirs. » Or, la Pologne et la Hongrie ont considéré que c'était une ingérence dans la souveraineté des pays membres. Et ce n'est pas un hasard, eux-mêmes sont régulièrement accusés de remettre en cause la séparation des pouvoirs. D'accord? Ils sont même, pour être très précis, dans le traité sur l'Union européenne, il y a l'article 7 qui permet d'alerter un pays lorsque la Commission européenne considère qu'il ne respecte pas l'état de droit. Eh bien, l'article 7 a été déclenché il y a 2 ans contre la Hongrie et la Pologne, et c'est dans l'histoire de l'Europe la première fois que ça se produit. Et donc, en fait, ces pays sont livrés à une sorte de chantage. Laissez-nous tranquilles sur la manière de gérer nos pouvoirs, les rapports entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, sinon on bloque. Sinon on bloque. Et donc, il a fallu des tractations extrêmement difficiles pour que, in extremis, à l'extrême fin de l'année, eh bien, on trouve un moyen, on trouve un arrangement qui permette finalement de sortir la situation, et les deux pays ont levé leur veto. Et s'ils ne l'avaient pas voté, et s'ils ne l'avaient pas levé, il n'y aurait pas eu de plan de relance européen. Donc ça, c'est vraiment tout à fait classique comme fonctionnement. Il ne faut pas t'étonner de ça. Rappelle-toi, au tout début de l'année, le président Wilson à Paris, il propose à la SDN, il contribue à mettre sur pied la SDN. À Washington, son congrès dit non. Ne ratifie pas la SDN, donc les États-Unis n'adhèrent pas à la SDN. Donc c'est très très fréquent ça, dans l'histoire des relations internationales. Oui? En fait, pendant tout ce temps, pendant que la France elle avait plusieurs débats, elle était divisée, l'URSS, elle n'aurait pas pu en profiter pour impulser l'invasion de la RFA par Oui, alors,
ta question, si tu veux, il faut avoir toujours à l'esprit une chose. Si tu veux. C'est que, oui, tu dis finalement, est-ce que l'URSS n'aurait pas pu profiter des débats, etc. Je prends un exemple. Actuellement, la France est affaiblie. Elle n'est pas la seule, mais elle est affaiblie par la Covid, par le fait que dans un an, il y a les élections présidentielles, donc les uns et les autres commencent à se placer dans les différents partis, exacerbent les oppositions, et on voit bien que tous les contextes sont bons pour exacerber les oppositions. On pourrait dire, tiens, un pays qui nous voudrait du mal, comme la Russie, pourrait en profiter pour nous attaquer. L'URSS n'est pas un pays fou. L'URSS est un pays qui d'abord n'attaquait ou progressait qu'en fonction de ses intérêts, et d'autre part, pendant la guerre froide, je te rappelle qu'il y avait l'équilibre de la terreur, et que si l'URSS s'était aventurée à attaquer un pays membre de l'OTAN, c'était la guerre nucléaire assurée. Indépendamment des divisions qu'il y avait en Allemagne, etc., c'était la guerre nucléaire assurée. Voilà, on était dans un type de la terreur qui a figé, qui a évité justement ce type de dérive. Regarde, là par exemple, on voit bien qu'il y a une tension importante entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Bon. Grosso modo, ça fait 3 semaines qu'il n'y a plus rien à la Maison-Blanche. Trump joue au golf, voilà, tous les jours son emploi du temps, enfin, jusqu'à hier, c'était le président se couche tôt et se lève tôt et se couche tard, et il travaille toute la journée au service du peuple américain, etc. Mais son agenda était vierge en fait. Son agenda était totalement vierge. Bon, depuis 3 semaines, on a donc un pays qui a été déstabilisé par les affaires du Capitole, par le fait qu'un président sortant ne veut pas reconnaître la victoire de son successeur, enfin, etc. Là, les États-Unis sont, depuis 3 semaines, particulièrement affaiblis. Bon, et là, ta question, on peut continuer à dire, mais pourquoi est-ce que les Chinois n'en profitent pas, etc. Mais parce que malgré la situation, je dirais, la puissance militaire américaine et la détermination en cas d'attaque extérieure serait égale à une période, entre guillemets, normale de la vie politique américaine. Voilà. On attaque, à moins d'être fou, et ça peut arriver, hein, mais on n'attaque pas pour le plaisir. On attaque d'abord parce qu'on y trouve un intérêt, hein, autrement il n'y a pas d'exercice de la puissance, il faut y trouver un intérêt. Et il faut éviter que cette attaque te revienne en boomerang. Or, avec l'équipe de la terreur, toute attaque contre le camp occidental serait revenue en boomerang très, très violente, au détriment de l'URSS, et même chose dans l'autre sens d'ailleurs. Ok. Mais cette logique, elle marche aussi pour la Corée, non? Oui. S'ils avaient fait la Corée du Sud, pourquoi ils auraient envoyé la Corée du Sud? Mais la Corée du Sud n'a pas été envahie par l'URSS.